Bonjour à tous. Alors, premièrement, merci beaucoup de me donner l'opportunité de venir présenter nos résultats de recherche ici ce matin. Notre laboratoire, le laboratoire La Sève, dont je suis le co-directeur, son principal objectif, en fait, c'est de valoriser la biomasse forestière boréale autrement. On sait qu'en foresterie, on fait beaucoup du bois d'œuvre, donc du 2 par 4. On fait du papier aussi, de moins en moins. On va toujours continuer à en faire, mais il y a moyen de faire autrement, de faire autre chose. Et les autres choses, c'est valoriser, par exemple, des bioproduits, donc des extraits qui sont issus d'espèces commerciales, par exemple. Mais nous, on ne s'intéresse pas uniquement aux espèces commerciales, on s'intéresse également aussi à des plantes qui actuellement n'ont pas d'utilité, mais qui pourraient en avoir une. Un exemple qu'on peut vous donner, c'est le ledum sur lequel on a travaillé. Plante qui jusqu'à maintenant n'avait pas vraiment d'application, mais maintenant on la valorise dans le domaine cosmétique. Il y a aussi beaucoup d'huiles essentielles qui sont intéressantes, sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on trouve des nouvelles applications. Récemment, pour valoriser tout ça, donc c'est beau dans notre laboratoire, on peut en faire une partie, mais à un moment donné aussi, il faut en faire la production. Donc, on travaille beaucoup avec les coopératives forestières, dont une en particulier, donc la coopérative forestière de Ferland et Boileau. En 2013, on a démarré une entreprise, Groupe Boréal Ressources, et démarré une usine de production d'huile essentielle. L'objectif du LACER dans tout ça, c'est de trouver des nouvelles applications à ces huiles-là pour développer les marchés. Donc, il existe déjà les marchés, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, c'est quand même assez différent de ce que vous allez voir au courant de la journée. Donc, j'espère que je vais réussir à vous intéresser. On va voir quand même pas mal moins d'images de forêts, etc. On va voir des résultats qui se passent beaucoup en laboratoire, donc des tests d'activité biologique que je vais tenter de vous expliquer. Donc, de ce pas, on va commencer. Donc, tout le monde sait que l'épinette noire est utilisée principalement à la production de bois d'œuvre. Donc, pourquoi on utilise principalement l'épinette? C'est dû à ses propriétés mécaniques qui sont extrêmement intéressantes, sa dureté, également sa résistance. Donc, ça en fait un bois qui est extrêmement intéressant. On l'utilise, bien sûr, pour bâtir les maisons, donc au niveau de la structure, mais on l'utilise aussi pour des clôtures, pour des quais, des terrasses, etc. Donc, du bois qui va être à l'extérieur principalement. Okay? Donc, qui va subir les intempéries. Donc, malgré ses propriétés intéressantes, du bois d'épinette, il y a des petites lacunes, le bois d'épinette, c'est-à-dire qu'il est peu résistant donc à la dégradation par les basidiomycètes, donc par les champignons. Principalement les champignons de la pourriture brune. On en verra plusieurs tout à l'heure. Et ce que ça fait, en fait, donc les parois du bois d'épinette vont être dégradées par ces champignons-là. Et ce que ça va faire, en fait, donc on va avoir un aspect friable, déformation des parois, une perte de masse, une perte de dureté, et finalement une perte de la résistance mécanique, donc du bois. Donc vous avez des exemples ici. Et ça, juste pour vous montrer, en fait, moi j'ai acheté une maison récemment, et voilà ce que j'ai trouvé à la maison. Donc, vous voyez un peu la dégradation. Donc, je travaillais là-dessus. Et en même temps, j'ai découvert, en fait, donc, dans la maison, donc, une dégradation qui est due aux champignons. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Il n'y a pas le choix, il faut tout détruire. Il faut recommencer. Donc, j'ai passé l'été dernier à faire de la rénovation, travailler sur un projet de recherche. Et quand j'avais du temps, j'étais à rénover ma maison. Donc, comment le bois se dégrade? En fait, ce qu'il faut savoir, la paroi, c'est constitué de quoi? Donc, la paroi, c'est constitué principalement de lignine, d'hémicellulose et de cellulose. Okay? Le champignon, lui, ce qu'il veut, c'est la cellulose. La cellulose, en fait, est protégée principalement par la lignine, qui est relativement difficile à dégrader. Okay? Et le champignon, pour avoir accès à la cellulose, qui lui donne son énergie pour croître, elle doit, premièrement, en fait, dégrader la lignine. Alors, comment elle fait pour faire ça? Elle utilise des enzymes et un processus oxydatif. D'accord? Et ce processus oxydatif-là va utiliser du fer, action de Phantom, dont je vous passe les détails, mais bref, ce qui va arriver, c'est que notre polymère de lignine va être dégradé par ce processus-là. Okay? Ensuite de ça, quand la lignine est dégradée, là maintenant on a accès à notre cellulose, et là on a des enzymes qui vont dégrader donc la cellulose pour produire le sucre
que le champignon a besoin pour croître. Donc, si on veut, par exemple, développer des antilinivores ou des produits qui vont être capables d'inhiber ce processus-là, on peut agir de différentes façons. D'accord? Donc, on peut, par exemple, travailler avec des antioxydants pour empêcher le processus oxydatif, donc empêcher les champignons d'avoir accès à la cellulose, ou encore inhiber les enzymes, etc. Depuis de nombreuses années, on utilise différents produits pour justement protéger le bois contre la dégradation. Des produits que vous connaissez probablement tous, donc comme le créosote, qu'on a utilisé pour traiter les poteaux de téléphone, poteaux électriques, etc. au départ. Ensuite de ça, on a changé le créosote parce qu'il est toxique pour un autre produit toxique, qui est le pentachlorophénol, le PCP. Donc on a traité nos poteaux. Je donne l'exemple des poteaux, mais on a traité bien d'autres choses aussi. Hein. Donc c'est l'exemple des poteaux de téléphone. Donc on a changé un produit toxique pour un autre produit toxique. Okay? Donc, des produits, en fait, qui ont des effets carcinogènes, donc, dont on pense, en fait, qu'ils peuvent induire le cancer chez l'homme, qui ont des impacts, bien sûr, sur la faune, sur les poissons, etc., et sur les plantes environnantes également. Aujourd'hui, actuellement, donc, Hydro-Québec et vous allez chez Rona, va acheter du bois traité, etc., on utilise principalement l'arseniate de cuivre, l'ACC, qui n'est pas vraiment mieux. Donc, il y a des nouveaux produits qui sont sortis récemment, qui sont un petit peu moins toxiques à base de cuivre, mais le problème, c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Donc, il faut vendre le bois plus cher, c'est compliqué, les gens ne veulent pas payer plus cher. Bref, il reste du travail à faire de ce côté-là. Et c'est là que nous, on intervient. On a une solution possible, c'est d'utiliser, en fait, des bois, donc, d'utiliser, en fait, d'essayer de comprendre comment des bois qui sont naturellement protégés, comment ils sont naturellement protégés, pour aller chercher, par exemple, des produits extractibles et pour communiquer, en fait, cette résistance-là à l'épinette qui, lui, est plus fragile. Il y a deux espèces, principalement, qui sont résistantes aux champignons. Donc, il y a le mélèze laricin que vous connaissez, le Larix laricina, donc on retrouve en forêt boréale, et le cèdre blanc, donc le Thuja occidentalis. Donc, le bois de cèdre, vous savez que, c'est une bonne résistance aux champignons. Maintenant, cette résistance-là est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à des produits que la plante synthétise, donc on peut aller extraire, ou est-ce que c'est dû à la structure du bois? Donc, c'est ce qu'on a voulu étudier. Donc, les objectifs du projet sont les suivants. Donc, bien sûr, il a fallu récolter et extraire. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure comment on a fait ça. Évaluer l'activité antioxydante. Donc, je vous disais que l'activité antioxydante, c'est quelque chose qu'on peut utiliser donc, pour empêcher peut-être la dégradation de la lignine. L'activité aussi antifongique. OK? Donc, ça, on a évalué ça en laboratoire. Après ça, on voulait aussi, bien sûr, donc non seulement vérifier ces activités-là, mais aussi savoir, comprendre, identifier les produits qui sont responsables de l'activité. Donc, l'activité antifongique ou antioxydante. Ça, c'est excessivement important, en fait, d'identifier ces composés-là, parce que si on veut assurer la qualité d'un extrait, par exemple, il faut savoir, en fait, quels sont les produits actifs. Puis on veut aller plus loin que ça aussi, c'est qu'on veut comprendre comment ça marche. Donc, comment, en fait, ce produit-là va inhiber la croissance des champignons. Et en connaissant, en fait, comment, par exemple, un composé ou un extrait va inhiber, bien, ça peut nous informer, en fait, sur, par exemple, sa toxicité. Parce que le but ici, c'est pas de développer des nouveaux produits qui sont toxiques comme les produits utilisés actuellement. Donc, c'est de développer des produits donc, qui n'ont pas cette toxicité-là et qui sont, en guillemets, écologiques. D'accord? Donc, premières étapes, récolte des plantes. Donc, tout ça a été fait à la forêt Simon-Couche, donc la forêt de l'Université du Québec à Chicoutimi. On est allé chercher du cèdre, du mélèze, donc l'arbre en entier. On a séparé en ces différentes parties, donc soit les aiguilles, les cônes, les branches, l'écorce et le bois. Et là, on a fait une extraction successive à l'aide d'une méthode, donc par Soxhlet, tout simplement. Donc, vous voyez en fait le petit montage ici. Donc, le bois qui est broyé, par exemple, ou les cônes et tout ça. Donc, on va extraire premièrement avec un solvant qui est très non polaire, donc très hydrophobe, pour aller chercher les produits hydrophobes, justement, donc l'hexane. Ensuite de ça, ce qui est intéressant avec ce montage-là, c'est qu'on peut aller extraire de manière successive sur la même biomasse. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a commencé par l'hexane, dichlorométhane, méthanol, eau. Donc, on commence avec des produits qui sont très hydrophobes dans l'extrait 1 jusqu'à des produits qui sont très polaires dans l'extrait 4.
Ensuite de ça, donc, si vous faites le calcul, donc 4 extraits, donc 5 parties de plantes, donc on a obtenu 40 extraits différents. Donc là, je vous présente les résultats, mais c'est sûr qu'on l'a fait à plusieurs reprises pour s'assurer que tout ça était reproductible. Rendement d'extraction. Donc, en général, les meilleurs rendements d'extraction ont été obtenus avec l'extrait au méthanol. Donc, c'est avec ce solvant-là qu'on est capable d'aller chercher donc, le maximum de composés, la plus grande quantité. Okay? Donc, au niveau industriel, c'est important, parce que quand on va vouloir, à un moment donné, développer donc, une méthode de traitement du bois, bien, il va falloir avoir des quantités, donc des bonnes quantités. Donc, le méthanol s'est révélé vraiment le meilleur solvant pour l'extraction. Maintenant, est-ce que c'est dans le méthanol qu'on va avoir la meilleure activité? Bien là, il faut le vérifier. Premièrement, on a fait un test antioxydant pour vérifier en fait si nos extraits ont cette capacité-là, justement, de capter les radicaux. Okay? Radicaux qui sont impliqués, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la dégradation du bois d'épinette, de la paroi. Le test qu'on a utilisé, c'est un test qui s'appelle le test ORAC. Donc, c'est un test standard qui est le plus utilisé à travers le monde. Il est simple comme test, vous allez voir ici. Donc, ce qu'on fait, on utilise une sonde fluorescente, la fluorescéine, donc, que l'on fait réagir avec un radical, et là, elle devient non fluorescente, une fois que le radical a réagi. D'accord? Alors, les petites courbes qu'on peut voir ici, donc vous voyez en fait avec le temps, donc on fait une cinétique, on voit avec le temps que la fluorescence diminue, donc c'est la courbe que vous voyez ici, lorsqu'on met le radical. Maintenant, si on utilise un antioxydant, il se passe quoi? Bien, on va ralentir le processus, puisque l'antioxydant va capter les radicaux. Alors, ce qu'on observe ici, donc ici, on a utilisé le Trolox. Le Trolox, c'est la partie hydrophile de la vitamine E que vous connaissez. Alors, ce qu'on observe ici, donc on voit un décalage dans les courbes, ce qui montre en fait que le Trolox capte les radicaux, donc, et a un pouvoir antioxydant. Donc, on fait la même chose avec nos extraits. D'accord? Et on rapporte ça en valeur Trolox. C'est la valeur standard. Donc, on rapporte ça en équivalent Trolox. C'est pour ça que les résultats que vous allez voir ici, en fait, c'est en micromol Trolox. D'accord? Bon, alors, les résultats, qu'est-ce qui en est ressorti? Donc, on peut voir que la plupart, généralement, que ce soit avec les aiguilles, les cônes et les écorces, bien, c'est dans le méthanol qu'on va avoir l'activité la plus intéressante. Donc, meilleur rendement, meilleure activité antioxydante. Donc, intéressant, on continue. Maintenant, est-ce qu'on empêche la croissance de nos champignons? C'est ce qu'on a vérifié. Alors, on a travaillé sur 5 champignons lignivores, donc les principaux, donc responsables de la pourriture brune. Donc, je vous les nomme ici, donc Gliophyllum trabeum, Gliophyllum separium, Coniforia puteana, donc Meruliporia incrisata et Poria placenta. Là, malheureusement, ce n'est pas très clair ici, mais ce qu'on fait, je vous l'explique rapidement. Donc, on va poinçonner une petite partie de notre champignon. Donc, vous voyez au centre ici, donc ça ici, là, c'est notre champignon qu'on va mettre au centre de notre pétri. D'accord? Le pétri que vous voyez ici contient tout ce qu'il faut pour la croissance du champignon. Donc, si on ne met rien, donc pas d'inhibiteur, ce qu'on observe, c'est une croissance radiale ici. Donc, on va mesurer dans le temps, à partir du jour 3 jusqu'au jour 7, la croissance de notre champignon. Donc, ici, vous pouvez voir G-trabeum, et ici, vous voyez Poria placenta. Donc, vous voyez, selon le champignon, il pousse à des vitesses qui sont quand même différentes. D'accord? Ici, en bas, vous pouvez voir, en fait, des inhibiteurs donc, de champignons. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de croissance. Donc, il n'y a pas eu d'effet, donc on ne peut pas mesurer. Donc, on mesure dans le temps. Maintenant, les résultats, ça a l'air un peu compliqué tout ça. Je vous fais un résumé rapide de ce qu'il faut regarder. D'accord? Alors, ce qu'on doit regarder, c'est mon contrôle ici. Donc, la petite ligne rouge. Donc, dans tout ça, vous avez le diamètre ici, comme je vous le disais, en fonction des jours. Vous avez le bois, les branches, l'écorce, les cônes, les aiguilles. Et là, ce qu'on cherche à regarder ici, rapidement, le premier coup d'œil, c'est les courbes qui vont se détacher de mon contrôle. D'accord? Alors, si on regarde ici, ce qu'on peut voir pour le mélèze laricin, donc on peut voir en fait que ce qui est affecté par tous les extraits qu'on a fait, c'est principalement en fait un champignon M. incrisata. Les autres, on n'a pas d'effet très important. Je vous simplifie la tâche, on va aller voir maintenant l'inhibition. Donc,
effectivement, donc si on regarde Emicrisata, donc ça c'est le pourcentage d'inhibition de croissance au jour 7. Donc, ce qu'on observe en fait, c'est qu'effectivement, il y a un effet intéressant sur un type de champignon, pour le mélèze laricin. Nous, ce qu'on cherche en fait, c'est pas à inhiber un seul champignon, parce que l'épinette est en contact avec tous les champignons que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, pour nous, ce résultat-là était peu intéressant. Mais, heureusement, on avait une autre espèce, qui était le cèdre blanc. Cèdre blanc maintenant. Donc, même petit graphique. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, encore une fois, le bois, les branches, l'écorce, les cônes. Ce qu'on voit, en fait, d'intéressant, c'est ici, en fait. C'est le bois. Donc, si vous comparez, encore une fois, le contrôle, mais vous voyez, en fait, que, principalement, les extraits à l'hexane et au méthanol, encore le fameux méthanol, donc, vous voyez, en fait, qu'on n'a pas de croissance du tout. Donc, dans le bois de cèdre blanc, donc, il y a des composés qui sont actifs, qui permettent d'inhiber la croissance de nos champignons. Effectivement, donc si on regarde après ces jours, encore une fois, le pourcentage d'inhibition, on voit qu'on inhibe donc presque 100%, donc l'hexane, le dichlorométhane et le méthanol. Un petit peu moins avec le méthanol. Maintenant, comme je vous disais, nous, on veut travailler avec des produits qui sont non toxiques. Okay? Donc, nous, le produit idéal, si on veut faire un résumé, c'est un produit, en fait, donc un extrait qui est relativement abondant, un extrait qui va être actif, donc sur le champignon et antioxydant, et qui va être non toxique. Donc, si on a tout ça, on a un produit intéressant. Donc, la toxicité, on l'a évaluée bien évidemment aussi, et là, on l'a regardé, en fait, sur des fibroblastes. Donc, ce sont des fibroblastes de peau humaine. Okay? Donc, la cytotoxicité a été évaluée. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, on utilise des plaques 96 pu comme ça. On va ensemencer nos fibroblastes. D'accord? On va les faire adhérer. Donc, ils vont adhérer dans le fond de ces petits puits-là. On va mettre différentes concentrations d'extrait. Et on va incuber ça pendant 48 heures. Après 48 heures, si on a un effet inhibant, un effet cytotoxique sur nos cellules, ce qu'on va observer, c'est ça ici. Il va y avoir moins de cellules, les cellules vont se diviser moins rapidement. Okay? Donc, pour doser ça, on ne fait pas ça à l'œil. On a en fait une sonde qui s'appelle la résazurine et le EUX qui permettent en fait de doser le nombre de cellules. Okay? Et on se compare avec des cellules qui n'ont pas reçu de traitement. C'est le 100%. Voici nos résultats. Alors, nos résultats, en fait, on va focuser sur le bois, parce qu'actuellement, ce qui est intéressant pour nous, c'est le bois. C'est là qu'on a vu l'activité. Les deux premiers, vous voyez, en fait, on voit une toxicité. C'est l'IC50 qu'on mesure ici. Donc, pour l'hexane, le dichlorométhane. Donc, il y a une cytotoxicité, donc moins intéressant à développer. Par contre, encore une fois, le méthanol, pas de toxicité. Donc, l'ensemble des résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, ce que ça nous a montré, en fait, c'est que l'extrait au méthanol était l'extrait de bois de cèdre, était l'extrait le plus intéressant à développer, donc le bioproduit le plus intéressant à mettre de l'avant. Maintenant, tout ça, ce sont des résultats qu'on a obtenus in vitro. Donc, ce qu'on veut, c'est protéger le bois d'épinette. Donc, on a fait un essai sol pour vérifier, en fait, si effectivement, donc, l'extrait de bois de cèdre était capable de protéger le bois d'épinette. C'est la prochaine expérience. Donc, je vous fais grâce un petit peu là, de tous les détails expérimentaux. Ce qui est important de voir dans ça, c'est qu'on a traité le bois avec l'extrait de cèdre, OK? Donc, de deux façons différentes. Donc, par immersion, à chaud ou à froid. Donc, ici, on n'est pas encore à l'étape vraiment de l'optimisation. On a commencé à le faire, mais ça, on n'a pas terminé. Le projet est toujours en cours. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on traite le bois. Ensuite de ça, on va le placer en contact avec des champignons. Donc, lignivores. On a placé le bois d'épinette avec Getrabeum ou Poria. Okay, deux champignons. Voici les résultats. Donc, ça, c'est un des résultats qu'on a eu parce qu'on l'a fait à plusieurs reprises. C'est une expérience qui dure quand même assez longtemps, hein, parce que pour voir une dégradation du bois, ça se fait sur plusieurs mois. Donc, c'est au moins de 4 à 6 mois avant de voir une perte massique. Parce que ce qu'on va mesurer ici, c'est la perte en masse, donc de mon petit bout d'épinette. Okay? Donc, si on regarde le non traité, après ça, c'est une expérience qu'on a réalisée sur 4 mois. Okay? On est allé plus loin que ça. Mais ce qu'on voit ici, en fait, c'est que on a 20% à peu près de perte après 4 mois
dû justement donc, à la dégradation par les champignons. Fait intéressant, bois de cèdre. Donc, le bois de cèdre soumis aux mêmes champignons, bien, vous voyez qu'il y a une protection naturelle. Il n'a pas été traité celui-là. On a traité avec le créosote, le produit toxique dont je vous parlais tout à l'heure. Bien, vous pouvez voir en fait qu'effectivement, donc le résultat attendu, bien, c'est un produit qui inhibe la croissance des champignons. Donc, effectivement, donc, on n'a pas eu de dégradation, donc on a protégé. Maintenant, si on regarde nos extraits donc, de bois, de cèdre, méthanol, bien, on voit en fait à froid, donc, une protection donc, pour les deux champignons. Encore mieux, si on regarde extrait à chaud, bien là, on observe vraiment une protection. À 100 mg par ml, on protège autant que le créosote. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que ce n'est pas optimisé encore. Okay? Donc, on a fait seulement une immersion, on a seulement chauffé. Mais sous pression, on pourrait avoir des résultats qui sont de beaucoup meilleurs. Okay? Mais ça reste à optimiser. Mais somme toute, les résultats sont très intéressants. Maintenant, je vous disais, on veut savoir c'est quoi la molécule qui est active ou c'est quoi les molécules qui sont actives. Donc, pour nous, c'est absolument essentiel de le déterminer. Et pour faire ça, on utilise une approche systématique de criblage au laboratoire La Sève. Donc, une fois qu'on a trouvé l'extractif, donc on est rendu ici dans tout ce que je vous ai présenté, okay? Bien là, on va fractionner, parce que dans notre extrait, on peut avoir 50, 100 composés différents, mais on veut savoir lequel. Donc, on va fractionner et on va tester chacune de ces fractions-là. D'accord? Et on a trouvé qu'il y avait une fraction active qui contenait beaucoup moins de composés, donc après ça, on est capable d'aller les isoler un par un. Donc, on utilise des appareils qui sont un peu plus sophistiqués. Et là, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que la molécule active, bien, c'était l'alpha-tryptophan, la molécule que vous voyez ici. Vous la voyez ici, là, donc, dans le spectre. Donc, l'alpha-tryptophan, c'est la molécule qui semble être responsable de l'activité. Et en voici la preuve. Donc, ici, on a mesuré la CMI 95, donc la concentration minimale qui inhibe 95% de la croissance. Donc, ce qu'on observe, en fait, avec de l'extrait, donc c'est 0,32 mg, 0,17 sur placenta, donc 0,32 sur trabéum. Et là, on observe que le tryptophan, c'est 0,012 et 0,018. Donc, c'est le produit actif. On est allé plus loin, on veut comprendre comment ça marche. Donc, comment ça réussit à inhiber la croissance? C'est quoi la cible? Ici, en fait, c'est un essai où on a regardé, en fait, l'activité mitochondriale du champignon. D'accord? Comment on fait pour mesurer ça? On utilise la résazurine. La résazurine, elle mesure le pouvoir réducteur cellulaire. D'accord? La réduction cellulaire, elle se fait au niveau de la chaîne de transfert des électrons qui produit l'énergie du champignon. D'accord? Ce qu'on observe ici, bien, on voit en fait, j'ai travaillé avec la résazurine, donc on voit la fluorescence qui augmente. Parce que la sonde est transformée, elle est non fluorescente et quand elle est réduite, elle devient fluorescente. Donc on voit l'augmentation. Donc c'est normal, le champignon est vivant. Donc il réduit. D'accord? Si on met maintenant notre extrait ou la tryptophan, hop, on bloque tout. Ah, donc c'est peut-être la cible. Maintenant, on a voulu aller plus loin que ça encore. Donc, la mitochondrie, ben, c'est un ensemble, c'est un organelle complexe. Donc, on est allé voir au niveau de la chaîne de transfert des électrons, où est-ce que notre molécule pourrait agir. La chaîne de transfert des électrons, donc vous avez le complexe 1, 2, 3, 4, 5, le cytochrome C, je vous fais grâce à tout ça. Une cible potentielle intéressante, relativement disponible, le cytochrome C, que vous retrouvez ici. Okay? Donc lui, en fait, il transfère les électrons du complexe 3 au complexe 4. Donc il est soit oxydé ou réduit. Donc selon qu'il a des électrons ou non. D'accord? Donc on est allé évaluer si notre molécule, la cible n'était pas le cytochrome C. Donc vous voyez ici, donc on est capable de déterminer, donc en mesurant l'absorbance du cytochrome C, s'il est dans un état oxydé ou réduit. C'est ce que vous avez ici. Donc, vous avez une courbe donc, où il est oxydé, en noir foncé, et vous avez le cytochrome C qui est réduit, donc ici. Maintenant, vous avez le cytochrome C ici. Si on met l'extrait ou la tryptophan, donc j'ai montré l'extrait ici pour faire plus simple, vous voyez en fait qu'il passe à l'état réduit. Donc, l'hypothèse, en fait, donc, où on est rendu actuellement, qu'on est toujours en train de vérifier, c'est que ce qu'on pense, c'est que l'antigiaplicine, qui est ici, est capable de lier le fer qu'on retrouve donc, dans le cytochrome C. Okay? Donc, la molécule, au niveau structural, a la bonne configuration pour lier le fer. Lorsqu'elle lie le fer, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va changer la conformation donc,
de notre cytochrome C, de la forme oxydée à la forme réduite, et ça va le bloquer. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça empêche les électrons de transférer du complexe 3 au complexe 4. Donc, pas de transfert complexe 3 complexe 4, pas de production d'ATP, pas d'énergie, le champignon arrête de croître. Donc, notre extrait, nos molécules qu'on a identifiées, ce serait leur mécanisme d'action. Il reste encore du travail à faire, comme par exemple démontrer qu'effectivement, il y a une liaison donc, entre la tijoplicine et le cytochrome C. Donc, ça se fait par RMN. On a tout ce qu'il faut au laboratoire pour le démontrer, et c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai presque terminé. Donc, j'ai des conclusions qui sont ici. Donc, tout ce qu'on a fait dans le courant du projet. Donc, on a isolé les composés, on a démontré que la plus forte activité, c'était le bois de cèdre, l'extrait méthanolique. On a fait la démonstration avec un essai sol. On a identifié la tijoplicine comme étant active. On a démontré son mécanisme d'action en partie. Donc, c'est pas mal le mandat qu'on s'était fixé donc, au départ du projet. Okay? Donc, il reste encore du travail à faire. Il y a des entreprises qui ont participé à tout ça. Donc, il y a l'AMCO au départ du projet. Et maintenant, actuellement, on travaille beaucoup avec FPI Innovation. Donc, qui ont pris connaissance de ces résultats-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMCO travaille avec FPI Innovation. Donc, quand ils ont vu les rapports et tout ça, bien, ils ont trouvé ça extrêmement intéressant. Puis, il va y avoir du développement de ce côté-là, là, c'est pratiquement certain. Les perspectives, donc, il reste encore, bien sûr, beaucoup de choses à faire. 3 ans, malheureusement, c'est souvent pas suffisant pour amener un projet jusqu'à la commercialisation. Tout ça a permis quand même de montrer le potentiel, okay? Mais le boulot qui reste à faire, donc c'est l'optimisation du procédé d'extraction, donc ça c'est important. Développement du procédé de traitement du bois, donc ça reste à faire aussi. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'on peut améliorer le traitement, par exemple en travaillant sous pression. Évaluer l'efficacité du traitement. Donc actuellement, on a un essai qu'on fait avec une entreprise qui s'appelle Faune en Or qui est à Chibougamau. Eux sont venus nous voir parce qu'ils construisaient des nichoirs pour des animaux, en tout cas pour des oiseaux, fort probablement. Et ils ne pouvaient pas utiliser, en fait, les produits toxiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils ont décidé de faire confiance en nos produits, puis on a fait les traitements donc, de leur bois. Et on va avoir des idées, justement, là, de l'effet de notre produit là, au cours des prochaines années. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, développer aussi une voie de synthèse de la tijoplicine. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et on travaille là-dessus actuellement. Okay? Parce que là, ce qu'il faut, c'est aller chercher notre extrait dans le bois de cèdre. Il y a des possibilités parce que du bois de cèdre, du bois de sillage, il y en a. Et les entreprises, en fait, qui font ça, ont été contactées et sont intéressées à développer ça. Mais on pourrait aussi, donc, en faire la synthèse et l'utiliser. Et confirmer le mode d'action, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça résume pas mal. J'ai des remerciements, bien sûr. Je vous les mets ici. Je pense que j'ai pas mal terminé. Hein? Il ne me restait plus de temps. Donc, bien, je remercie là, tout ce monde-là. Donc, le fonds de recherche forestière sur le Lac-Saint-Jean, le Fonds québécois de recherche de la nature et technologie, notre partenaire l'AMCO, donc M. Jacques Girard, avec qui on travaille depuis longtemps, puis qui croit vraiment en ce qu'on fait. Nos étudiants qui ont travaillé là, sur ce projet-là, personnel de recherche, Catherine Dussault, Carl Girard, donc ça fait près d'une dizaine d'années que je travaille avec ces 2 personnes-là dans mon laboratoire, donc ils sont excessivement importants. Et toutes les personnes bien, qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là, parce qu'il y en a plusieurs autres que je n'ai pas nommés ici. Donc, bien, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, bien, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci.